Je pense qu'on peut commencer. Bonjour, Christophe Manetto, je suis directeur technique au sein de Devoteam. Je suis responsable de l'offre identité qui regroupe l'IAG, le PAM et l'Access. Ça fait 24 ans maintenant que j'exerce dans le milieu de la sécurité informatique. Et bonjour, donc pour ma part, Paul Chassine, je suis directeur commercial pour Inimission, donc un éditeur de logiciels français qui propose un portail no-code qui va venir outiller un certain nombre de cas d'usage dans les métiers de la cyber. Vous pouvez d'ailleurs le parcourir sur le flyer qu'on vous a distribué à l'entrée. Et nous associons régulièrement avec des partenaires tels que Devoteam ou même Christophe pour obtenir une expertise métier et pour qu'ils puissent nous indiquer où est-ce qu'on a le plus de valeur chez nos clients. Donc je vais te laisser reprendre les objectifs du jour. Oui, donc les objectifs, l'objectif de ce meeting, c'est de vous apporter les outils permettant de déjouer les écueils qu'on rencontre la plupart du temps sur les projets d'identité, pas souvent là où on l'attend, et de vous apporter de l'agilité, de l'efficience autour de 3 thématiques qui sont la conduite du changement, tout ce qui est lié à la maintenance, à l'exploitation, la maintenance opérationnelle et la conformité. Donc, pour cet agenda, nous allons commencer par faire une introduction sur les défis de la sécurité, pour ne pas dire en fait quels sont les risques qu'on rencontre fortement sur des projets d'identité, suivi des remédiations au travers de l'approche Inimission. Et pour la suite, on vous fera 2 retex, un sur la Société Générale autour d'un projet CyberArk, comment l'approche Inimission a permis d'accélérer la mise sous contrôle des applications sensibles. Et ensuite, un retour d'expérience sur Alliance, sur tout ce qui est d'enjeux conformité réglementaire. Donc, on rentre dans le cœur du sujet. Donc, les défis autour de la sécurité d'identité. On en a recensé 6, répartis sur 2 volets, qui sont le volet organisationnel et le volet exploitation. Ce qu'il faut savoir la plupart du temps, c'est que dans un projet d'identité, j'interviens sur de l'assessment. Et la plupart du temps, ce que je me rends compte, c'est qu'on mène beaucoup les projets sur la sécurité et on omet tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est organisation, process, culture d'entreprise. Et donc le premier défi qu'on rencontre, c'est bien souvent, c'est le projet sécurité versus l'expérience utilisateur. Et je rencontre souvent les équipes qui rentrent au cœur du sujet, l'architecture, la tuyauterie, comment on ouvre les flux, les protocoles, etc. Et tout ça en sous-estimant, en négligeant en fait le volet organisationnel. Comment on va insérer la solution de sécurité, donc l'IAM, le PAM ou l'Access, dans notre écosystème. Et ça, c'est le premier vecteur qui peut nous mener rapidement à l'échec si on ne fait pas attention à cette partie-là. Le deuxième point, c'est que souvent, dans un projet de conduite de changement notamment, on aura différentes équipes qu'il faut prendre en considération dans notre process de mise sous contrôle. Je m'explique. Par exemple, on a une application sensible qu'il faut mettre sous contrôle sur de l'IAG ou du PAM. Et bien souvent, à la fin de la chaîne de mise sous contrôle, on va solliciter une équipe comme des équipes réseau. Et l'équipe réseau, elle n'aura pas forcément les mêmes priorisations que votre projet à vous de mettre sous contrôle les applications sensibles. Et n'ayant pas les mêmes priorités, ben vous risquez d'avoir déjà du retard sur votre processus, sur votre mise de contrôle sur le delivery. Donc c'est souvent le deuxième enjeu qu'on rencontre, c'est que dans une chaîne de mise sous contrôle, il y a d'autres choses qui peuvent bloquer votre projet d'identité. Le troisième défi, c'est bien souvent, on a des décideurs. Moi, je me rappelle souvent, Christophe, on a mis un projet, on a mis 1 million sur la table et aujourd'hui, on a simplement une application qui est en production et j'ai seulement 3 applications sensibles qui sont sous contrôle, je ne comprends pas. Le choix de la solution n'est pas pertinent. J'ai dit, non, en fait, ce que vous avez un manque de visibilité. Bien souvent, en fait, les KPI sont remontés manuellement auprès des décideurs, mais on n'arrive pas à les interpréter. Et c'est souvent aussi un enjeu majeur. La communication, comme je dis toujours, c'est le nerf de la guerre. Sur le volet opérationnel, ce qu'on constate aussi, c'est que la plupart du temps, il y a tout qui s'arrête. Quand on a des enjeux réglementaires, c'est le focus et on perd beaucoup de temps pour construire un référentiel, le mettre à jour, le maintenir, identifier les gaps et ensuite apporter les remédiations. Ça, c'est le 4e constat. Le 5e constat, en termes de défis, c'est qu'on a les équipes en production qui gèrent l'infrastructure, par exemple CyberArk ou PAM ou Savint ou n'importe quelle solution. Et ces équipes-là, elles ont la tête dans le guidon, elles sont objectivées pour répondre sur des tickets, chose normale. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a le temps. La solution, dans tous les cas, il y a des comptes dedans qui vont tomber en erreur.
Typiquement, ils vont faire trois tentatives de changement de mot de passe, on a des problèmes de flux, etc. Mais tout ça nous mène que dans le temps, le niveau de conformité des comptes sensibles, ça va s'effilocher, ça va se dégrader. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des indicateurs, des métriques qui nous permettent de mesurer le taux de conformité et de les rapprocher au SLA. C'est souvent ce qu'on s'aperçoit sur de la prod, c'est qu'on est censé faire de l'IAM, du cycle de vie des identités, mais ça n'empêche pas que la solution, il y a des comptes qui tombent en erreur. Et un compte aujourd'hui qui n'est pas sous contrôle, c'est une surface d'attaque. Et le dernier point, qui est en synergie avec toutes ces problématiques-là, c'est que bien souvent, on travaille encore de nos jours avec des activités manuelles, on répond avec de l'humain, on répond avec des fichiers plats, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas assez efficient dans la sécurité autour des projets d'identité et du PAM. Rassurez-vous, il y a des remédiations, c'est notamment à travers de la solution Inmission. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une solution qui s'insère comme un layer, comme un hub au-dessus de ces solutions de sécurité pour fluidifier ces échanges-là, pour gérer la conduite du changement, pour renforcer l'expérience utilisateur, etc. Et donc, ces remédiations par rapport à ces défis-là, je laisse la main à Paul. Merci Christophe. Donc tu l'as très justement dit, donc effectivement nous on va vraiment intervenir comme un portail qui va apporter de la collaboration entre les équipes, donc à plusieurs niveaux. Déjà bien sûr en favorisant les synergies pour que ces équipes puissent mieux communiquer, mais également la communication avec d'autres solutions, que ce soit un outil de ticketing, que ce soit une CMDB par exemple, on va pouvoir s'y connecter pour récupérer les informations nécessaires à un projet. Qu'est-ce qu'on va faire derrière? On va bien sûr apporter du workflow, donc totalement intégré à nos applications. On va permettre par exemple d'avoir ce qu'on met ici, d'industrialiser des activités, donc soit de par des flux automatiques comme des API, mais on va aussi travailler avec notre module de campagne de collecte sur de la relance automatique, des workflows d'approbation hiérarchique, ce qui nous permet vraiment de travailler autour de cette synergie. L'élément aussi différenciant pour Inimation, c'est de travailler aussi avec du formulaire déclaratif, parce qu'on parle beaucoup d'API, mais il se trouve qu'on observe chez nos clients qu'il n'est pas toujours facile d'ouvrir directement des flux API. Donc on va plutôt dans un premier temps mettre à disposition des formulaires qui vont permettre de fluidifier la communication entre de multiples collaborateurs. Comment on fait ça? Bien sûr, on va intégrer dans ces formulaires des référentiels qu'on aura préalablement collectés, par exemple, grâce à des imports. Et toute l'agrégation en fait, de ces données de façon automatique, là où c'était souvent fait plutôt de façon manuelle, va nous permettre justement, ce que citait Christophe, d'obtenir un suivi dynamique sur votre conformité. Donc typiquement, on va pouvoir avoir des dashboards dédiés par exemple au respect de nos SLA. Ça peut être également des tableaux de bord unifiés mais de plus haut niveau, soit très opérationnels, soit stratégiques, soit tactiques. Mais comme je vais le montrer tout à l'heure, on travaille aussi sur de la conformité réglementaire, type un DORA. Donc on va avoir besoin aussi de KPI à destination, je dirais, des autorités régulatrices. Et c'est là où on va pouvoir aussi intervenir. Donc, un cas pratique, Société Générale, il faut savoir qu'elle était motivée par son projet par répondre aux régulateurs. Donc, c'est un enjeu majeur pour eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que initialement, quand on a démarré ce projet-là, donc on avait du SailPoint, du CyberArk, et bien souvent, on avait une problématique, c'est que c'était ce fameux client qui me disait j'ai mis des millions sur la table, mais j'ai pas beaucoup de résultats sur l'efficience. Comment on fait pour écourter les délais? Parce qu'il faut savoir qu'initialement, pour embarquer une application, ça pouvait prendre 3 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la chaîne de mise sous contrôle d'une application sensible, on avait plusieurs cœurs de métier et qui étaient éclatés un peu partout, voire même des équipes en Inde. Et puis quand il fallait ouvrir des flux, c'était une autre équipe. Quand il fallait créer le compte avec le bon droit, c'était une autre équipe, etc. Donc déjà, il y avait une lourdeur sur la connaissance de ses propres processus. Le deuxième point, c'est que pour mettre sous contrôle une application sensible, c'est qu'on avait mis en place des fichiers plats qu'on donnait aux applications owners pour dire, voilà, pour mettre sous contrôle votre périmètre, vous allez nous renseigner vos équipes, vos utilisateurs, vos comptes, et vous allez l'envoyer à l'équipe en charge de l'alimentation. Sauf que ce qui s'est avéré, c'est que les éléments qu'on demandait, ils étaient beaucoup trop techniques pour des applications owner. Et donc ce qu'ils faisaient à la fin, puisqu'ils avaient des pressions pour mettre sous contrôle les applications, c'est qu'ils nous mettaient en vrac les informations, ils disaient l'équipe IT, elle va se charger de troubleshooter et d'importer les données in fine.
Sauf que le fichier qui nous arrivait, on avait un taux d'erreur de 80%, ça faisait des va-et-vient, et d'où la raison pour laquelle on était avec 3 mois de délai pour mettre une application. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? On se dit, bon, ben, on va intégrer l'outil Inimation au sein de la Société Générale. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu une IHM qui était compréhensible par les métiers. Donc on a lissé toute la technique et on a simplement demandé aux applications Honor, ben voilà, c'est quoi vos équipes, c'est quoi vos assets. Et en fonction de la technologie qui est requise, quand ils appuient sur le bouton, eh ben, ça va provisionner dans CyberArk, ça va créer le bon safe, les bonnes permissions, les bons comptes techniques. Et de l'autre côté, ça va envoyer le signal côté serveur pour dire, ben voilà, tu as ce nouveau périmètre, prends-le en cycle de vie. Et déjà, le fait d'avoir lissé la technique, on s'est rendu compte aussi qu'on a amélioré notre taux de qualité de données parce que les fichiers places qu'on avait, on n'avait pas de cohérence sur ce qu'on provisionnait dans un Vault et on se trouvait avec des comptes en doublon. Un compte en doublon dans CyberArk, par exemple, c'est le moteur qui est en charge de la changement de mot de passe vient changer une fois, mais comme il est stocké autre part, le deuxième va encore changer le mot de passe et on se trouve avec des comptes en erreur. Et d'où dans le temps des données qui se dégradent. Au travers d'Inimition, on s'est rendu compte qu'on a amélioré cette donnée-là parce qu'au final, une fois que l'application Honor saisit, c'est poussé dans la solution, il y a du contrôle de cohérence et la donnée arrivée propre. Donc on a même écourté des process de validation de la donnée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont avec un process on a réduit de 8 le délai en fait, de mise sous contrôle d'une application sensible. On a en gros augmenté la qualité des données puisque en plus de ça, on a des tableaux de bord pour mesurer le niveau de conformité des comptes qu'on met sous contrôle. Et on a amélioré l'expérience utilisateur. Au final, on s'est même rendu compte que le fait qu'on donne de la visibilité parce qu'on a défini un processus, on a des KPI dynamiques qui remontent, les décideurs ont la vision d'aujourd'hui où on en est sur la mise au contrôle de nos applications, et bien on était à capacité de dire pourquoi cette application Honor ne rentre pas dans les rangs, pourquoi aujourd'hui... Et ça crée un engouement à la sécurité. Au final, au lieu que ce soit l'équipe IT qui vient chercher l'application Honor pour dire rentrer sous contrôle, c'est eux, comme ils avaient déjà une visibilité auprès des dirigeants, ils devaient rapidement rentrer dans le rang. Voilà. Et ça a créé l'engouement à la sécurité. Alors, on pourra peut-être s'attarder un peu plus tard, mais il y a énormément de choses à raconter au travers de cette solution-là, cette référence-là. Typiquement, on a des solutions de détection de bypass, comment on a pu identifier les personnes qui se connectent directement sur les ressources. Il y a une multitude de use cases qu'on a développés en plus après sur cette solution-là. Ah oui, juste avant ça, donc on a quand même une vidéo pour que vous puissiez vous représenter ce que c'est Inimation Protect dans le cadre de la Société Générale. Donc, on a une partie construction de référentiel des comptes, on maintient ce référentiel un jour. On a une partie conduite du changement, donc comment on embarque les équipes dans son projet de sécurité, et toute une partie tableau de bord. Donc, mesurer la compliance, combien on a de comptes embarqués, combien d'utilisateurs, c'est quoi la nature d'activité, etc. Donc, plutôt que de longs discours, je passe à l'étape de présentation. Vous souhaitez accélérer vos projets PAM CyberArk? Découvrez Ignition Protect. Ignition Protect accélère l'adoption et le déploiement de CyberArk, offrant un meilleur contrôle de votre projet PAM en termes de budget et de périmètre. Les dashboards dynamiques aident les responsables PAM avec des KPI clairs. Partagez les informations pertinentes au management avec une vue globale des assets sécurisés. Les responsables PAM peuvent facilement suivre l'avancement des projets avec des vues et filtres par équipe, groupe ou domaine fonctionnel. En cliquant sur un KPI ou un graphique, accédez facilement aux données détaillées. Les informations peuvent ensuite être directement utilisées dans CyberArk. Besoin de voir rapidement le détail des éléments intégrés, tels que les coffres, les comptes ou les accès utilisateurs? Ignition Protect vous donne facilement accès à toutes les données CyberArk pour un suivi efficace et précis des actions. En quelques clics, vous disposez de données compréhensibles et de déclencheurs pour agir immédiatement. Et oui, avec Ignition Protect, c'est aussi simple que cela. Déléguez l'onboarding et l'offboarding des comptes et des accès pour accélérer vos déploiements et responsabiliser les utilisateurs sur la qualité de leurs données. Automatisez vos processus onboarding et offboarding avec notre portail en self-service intégré à CyberArk et gagnez du temps pour renforcer la sécurité de vos actifs.
Déléguez l'onboarding à des non-experts de CyberArk. Un simple formulaire à remplir et vous générez automatiquement de multiples actions Scrud. Contrairement aux solutions de reporting traditionnelles, Ignition Protect vous permet de modifier les données et de lancer des actions à la volée directement sur CyberArk. Interagissez également avec des systèmes externes, comme un Active Directory ou une CMDB avec nos connecteurs API natifs. Conçu pour améliorer la gouvernance PAM, Ignition Protect vous dote de KRI intuitifs, transformant les risques en contrôles actionnables. Définissez des services métiers, attribuez des propriétaires, liez automatiquement les objets CyberArk et gérez les indicateurs de risque efficacement. Les remédiations automatiques simplifieront grandement vos opérations quotidiennes. Mettez sous contrôle le transfert de vos données entre Vaults, on-premise ou cloud dans des environnements vastes et complexes, avec un suivi d'audit complet et un processus automatisé de nettoyage des données. Ignition Protect est facilement paramétrable pour répondre aux besoins évolutifs des clients CyberArk. De nombreuses entreprises nous font confiance pour augmenter la valeur de leur solution PAM CyberArk. Alors, qu'attendez-vous ? Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous dès maintenant sur ignition.com. Donc c'est un use case parmi tant d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on peut se greffer à toutes les solutions d'identité, que ce soit de PAM, de l'IAG, de l'Access. En fait, on est là pour fluidifier les échanges, pour améliorer les processus et augmenter l'efficience. C'est vraiment ces sujets-là qu'il faut retenir. Du coup, Paul, je te laisse la main sur le deuxième retex. Ouais. Donc vous pourrez venir nous voir après, pas obligé de vous connecter au site internet pour poser vos questions. Donc moi je vais m'attarder plutôt sur un cas, enfin il y a plusieurs cas d'usage en l'occurrence au sein d'Alliance France, qui avait un certain nombre de processus encore très manuels autour, je dirais, des métiers de la cybersécurité, avec une vraie volonté d'apporter de la gouvernance, puisqu'ils avaient beau avoir automatisé un certain nombre de choses, notamment au travers de leurs macros, c'était des choses qui étaient difficilement maintenables dans le temps. Donc l'idée c'était de retranscrire ces fichiers Excel et macros en des applications Ignition dans un portail dédié. Donc derrière, on a pu apporter justement ce qu'on met ici, une gestion vraiment proactive des actions, donc avec des workflows, une centralisation des pièces justificatives. Mais aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur un cas, comme l'a dit tout à l'heure Christophe, sur de la conformité. Donc pour être plutôt à jour de la conformité autour de DORA, puisque même sur des sujets d'identité, vous êtes bien sûr soumis à des exigences, vous êtes très sollicité par des équipes internes pour remplir des fichiers Excel justement, toujours répondre à des contrôles qui sont relativement les mêmes. Donc même dans un contexte de contrôle niveau 2, par exemple, vous avez constamment des fichiers Excel à mettre à jour en fonction de ce que vous faites dans vos équipes. Donc l'idée là, j'ai pas pris le même format que Christophe, c'est pas une vidéo, mais c'est de vous montrer comment on peut justement outiller facilement une mise en conformité dans le temps avec Ignition. Désolé pour le petit contretemps, mais on va se lancer. Donc là, on est sur un portail de démonstration. Comme je disais tout à l'heure, on est sur un portail no-code. Donc il faut vraiment avoir dans l'idée que c'est une pâte à modeler qu'on va adapter de manière itérative avec chacun de nos clients en atelier et qui va nous permettre de créer des applications sur mesure. Donc là, aujourd'hui, c'est le fruit du travail avec Alliance qu'on va vous présenter. Donc pour une application effectivement de conformité réglementaire, donc j'ai parlé de DORA, mais vous allez voir, on ne se contente pas que DORA, on peut parler aussi de NIS2, on peut parler d'autres frameworks. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un portail, une application pour piloter sa mise en conformité, que ce soit en phase de build ou en phase de run. Et on va vous montrer comment. Tu peux avancer encore un petit peu. Où justement, là, je vais vous montrer plutôt le résultat. Donc, pourquoi vouloir plutôt outiller sa compliance à un sujet comme DORA, c'est bien évidemment d'obtenir des dashboards qui servent à la communication, que ce soit par exemple envers un COMEX ou un board, ou comme je disais tout à l'heure, envers une BCE, envers une autorité régulatrice. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez avoir différents types d'indicateurs, donc des indicateurs vraiment globaux de conformité à une norme, donc soit par exemple à un NIS2 comme vous le voyez sur la droite, soit ce qui est aussi important, c'est aux différentes versions d'une même norme. On le sait avec DORA, on a plusieurs RTS qui traitent de différents sujets. Il faut pouvoir aussi piloter sa conformité sur ces différentes versions de normes. On peut imaginer, là c'est effectivement des choses qu'on a paramétrées en atelier, donc on peut bien sûr imaginer d'autres indicateurs, d'autres formes d'indicateurs.
Ici, c'était important de pouvoir montrer quand même une compliance par entité pour pouvoir challenger certaines entités qui n'étaient pas forcément au trait en termes de conformité, ou même avoir des vues différentes comme un radar, par exemple, sur la droite, comme vous le voyez, en fonction d'un thème. Le dernier indicateur qui a toute son importance, c'est vraiment les plans d'action, puisque là, on va parler comment on peut démarrer sur une phase de build, sur une mise en conformité. Par contre, nous, on s'est attaché aussi à s'intéresser à la phase de run, c'est comment piloter mes plans de mise en conformité. C'est ce que vous voyez ici, en un seul regard. On peut avoir une visibilité sur tous les plans d'action en cours, en fonction d'un degré de criticité, par exemple. Vous pourriez proposer un support, des ressources, en fonction de ce que vous identifiez en termes de pilotage. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous montrer comment on a créé cette application et comment potentiellement elle est reproductible dans d'autres organisations. Donc déjà, ce qu'on montre ici, c'est bien évidemment que vous allez avoir du paramétrage en termes d'administration. On le fait nous-mêmes, on peut le faire avec Devoteam ou ça peut être même le client qui s'en charge s'il le souhaite, c'est-à-dire importer des frameworks, donc soit des frameworks qui sont déjà présents dans la solution, mais on laisse aussi toute liberté à nos clients de pouvoir importer eux-mêmes certains référentiels. Ça a sa pertinence, notamment pour intégrer des référentiels de contrôle interne. L'idée, c'est de pouvoir, comme je le disais, sur Dora, travailler sur différentes versions de fichiers. Donc, vous pouvez les intégrer même quand ils ne sont pas encore en version officielle, ce qui vous permet notamment de commencer à faire des campagnes de collecte auprès des différentes entités de votre groupe, ce que va montrer Christophe. Donc là, on va pouvoir assez facilement lancer des campagnes pour solliciter l'intégralité des entités dans un groupe. Voilà, vas-y encore. Donc là, on va avoir, par exemple, on prend l'exemple de Dora, on va avoir les différents articles qui sont présents ici pour s'assurer que le framework est correctement utilisé, correctement importé. Et derrière, en cliquant sur suivant, on va pouvoir déjà solliciter l'intégralité des entités d'un groupe sans plus d'analyse. Tu peux y aller. Pour pouvoir justement obtenir des premiers éléments de réponse. Donc là, c'est peut-être un petit peu petit, mais je vais le dire à l'oral. Donc typiquement, si on prend l'article 7 du RTS Dora Incident Reporting, on va avoir 3 éléments de réponse de la part de chaque entité, soit déjà une première réponse sur son éligibilité. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce qu'une entité est éligible à cet article. Tout simplement, elle pourrait être éligible parce que c'est son activité, elle est concernée par l'article 7, mais à contrario, elle pourrait tout à fait ne pas être concernée. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, si cette fois-ci une entité dit qu'effectivement elle est éligible à un article, elle va pouvoir par exemple demander à un chargé de déclinaison de répondre à la question demandée par, je dirais, par exemple la direction risque qui serait chargée de la conformité à Dora. Auquel cas, typiquement ici, l'exemple, c'est de dire que la date de réponse du coup est décalée d'autant plus puisqu'on donne un certain temps de réponse à ces entités. Troisième exemple, là, ça va plutôt être de dire que effectivement, on va demander une dérogation. Donc là, c'est quand elle n'est pas concernée, on va demander une dérogation et là, s'en suivra un certain workflow de retour pour valider ou non cette dérogation en fonction de l'analyse. Donc voilà, donc ça, c'est ces premières phases de build qui est assez intéressante pour avoir des premières notions au sein de l'entité quant à notre conformité et pouvoir potentiellement anticiper certains chantiers. Si on revient sur la partie administration, ce qu'on a essayé de montrer ici, c'est l'aspect mapping. Mapping entre des exigences réglementaires et vos contrôles internes. Puisqu'on le sait, déjà, ça permet ce type de cran de savoir si vous êtes bien, je dirais, vous mappez bien l'intégralité d'une norme telle que Dora, qui est assez nouvelle. Mais l'idée derrière, c'est de pouvoir mapper ces contrôles avec des exigences pour éviter ce qu'on a noté souvent sur le marché, c'est des équipes qui sont constamment sollicitées sur les mêmes questions. L'idée, c'est que maintenant, si elles répondent potentiellement à un contrôle, ça peut répondre à plusieurs exigences, qu'elles soient même de multi-framework, que ce soit Dora, NIS2, parfois c'est les mêmes contrôles qui vont y répondre. Donc l'idée là, c'est de gommer un petit peu cet irritant pour les équipes en faisant ce mapping en amont. Une fois fait, ça va vraiment permettre derrière de lancer des campagnes auprès de l'intégralité d'une organisation. Vous allez le voir. Donc on a un module de campagne qui est intégré directement à nos applications pour pouvoir générer ces campagnes comme vous voyez assez simplement. Donc là, en l'occurrence, c'est juste un clic. Vous allez sur le formulaire à droite en appuyant sur le bouton plus et vous pouvez potentiellement paramétrer une date de début, une date de fin, des notifications, des relances automatiques si vous le souhaitez. Et puis vous avez du coup après un pourcentage de progression qui peut s'afficher en temps réel en fonction des réponses que vous obtenez.
Ce que vous voyez sur la droite, ce qui est aussi intéressant, bien sûr, vous pouvez sélectionner toutes les entités qui vont être concernées par votre campagne. Et puis, potentiellement, vous pouvez réutiliser les réponses que vous avez préalablement obtenues dans les campagnes précédentes. Lorsque vous cliquez sur le bouton Launch, ici, vous pouvez, par exemple, lancer votre campagne, bien évidemment. Et derrière, on va avoir une liste d'activités qui va être déployée auprès de tous les owners, tous les responsables d'entités, justement, pour qu'ils puissent répondre à ces questions. C'est ce qu'on va voir ici dans le prochain écran. Là, on est plutôt dans c'est un autre profil, tout simplement, plutôt un profil de contributeur, qui va être le responsable d'une entité. Et on voit très rapidement qu'il aura juste une ligne avec un certain nombre d'activités de réponses attendues, comme vous pouvez voir, avec un statut de la campagne, parce que c'est l'entité DSI Support Jira ici concernée. Et si on clique sur les réponses attendues, il va avoir un certain nombre de contrôles sur lequel il va devoir se positionner. Donc là, on a mis pour exemple des réponses, mais elles sont tout à fait, encore une fois, paramétrables. C'est une liste déroulante qu'on administre avec nos clients en atelier. Et donc, par exemple, sur la première ligne, sur un certain contrôle, il pourrait répondre qu'il est dans un statut initial concernant ce contrôle. Et nous, ce qu'on a mis en place à ce niveau-là, c'est qu'on accepte cette réponse uniquement et seulement si il apporte une evidence, c'est-à-dire une pièce justificative directement à positionner dans ce formulaire pour valider sa ligne. Sinon, il ne peut pas. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir en fait les indicateurs que vous avez vus tout à l'heure. Deuxième cas de figure, donc on voit plutôt la réponse rouge ici, comme quoi c'est un contrôle qui est encore non existant pour cette entité. Donc on peut accepter cette réponse. Pour autant, pour valider la ligne, c'est le même schéma, c'est-à-dire il va falloir positionner un plan d'action, expliquer un plan d'action pour pouvoir valider la ligne. C'est encore une fois un contrôle à la saisie, comme on l'appelle. Dernier cas de figure qu'on a illustré ici, c'est vraiment si ce responsable d'entité ne possède pas la réponse, ce qui va être possible de faire, c'est de pouvoir tout simplement, vous le voyez sur la droite, demander à un autre contributeur, donc au fait, demander à un autre contributeur de répondre puisque lui possède l'information et ce n'est pas directement notre service, par exemple, qui peut répondre à cette question. Donc juste pour terminer sur cet écran, on est plutôt sur de la saisie manuelle, parce que c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'élément différenciant pour une émission. Bien évidemment, si c'est possible, on peut aussi obtenir des réponses de par des API. Vous êtes connecté juste par un Qualys, vous allez obtenir les informations directement de par cette connexion API, donc vous n'aurez pas ici de demande de réponse manuelle auprès de contributeurs de votre organisation. Donc voilà, donc j'ai fini là-dessus. Donc l'idée c'était de vous montrer comment simplement on peut obtenir une application en quelques sprints. Le no-code allié à la méthodologie nous permet voilà, en quelques semaines d'avoir une première version d'application qui est fonctionnelle pour nos clients. Donc l'idée après c'est toujours plus pousser vers l'automatisation et les workflows pour pouvoir aider au mieux nos clients au quotidien. Est-ce que vous avez des questions sur certaines thématiques qui ont été abordées ou si vous avez des contextes un peu similaires, en quoi en fait l'approche Inimation pourrait répondre en fait à certaines problématiques? Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, par expérience, souvent on me disait, ben voilà, j'ai une solution et je pense qu'elle n'est pas adaptée à mon contexte. On a mis beaucoup d'argent et puis, mais souvent c'est pas la solution qui est pointée du doigt, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, comme je disais, un processus, il y a plusieurs activités, des activités portées par différentes équipes, et c'est tout ce lien en fait qui est compliqué souvent à mettre en place en synergie. Et donc les ROI, on les retrouve souvent sur ces sujets-là. Ou alors, typiquement, comment on va développer des synergies entre les différentes solutions de sécurité. Notre milieu bancaire, par exemple, la solution a été un élément pivot pour consommer des API et être en capacité de provisionner des objets dans une solution PAM et de l'autre donner des ordres côté IAG. On a vu aussi souvent dans les équipes de production la difficulté pour troubleshooter des incidents, sauf que là on pouvait mettre un catalogue, interpréter que ce code d'erreur c'est un problème de flux typiquement, et donc on pouvait cliquer et envoyer au ServiceNow par exemple une équipe directement au réseau pour dire ben voilà, vous avez 200 comptes qui sont bloqués à cause des ouvertures de flux. Donc tout ça en fait on récupère des ROI un peu partout. On avait d'autres contextes où sur le pilotage projet, on avait énormément de ressources là-dessus. On a montré le ROI, c'est le fait de venir s'abonner et consulter l'information. Finalement, on avait du gain de temps en fait, pour interpréter les signaux. On en était sur notre projet de sécurité. Le champ, il est vaste. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment en périphérie de tous les projets de sécurité. Voilà.
Vous avez, je ne sais pas, si vous avez d'autres sujets. Oui. Sur la conformité ou sur, typiquement, nous, quand on avait sur les sujets de gestion des accès à privilèges, identifié que comme on était connecté par exemple sur du SOC, on était en capacité de voir qu'on avait, la difficulté de base, c'était d'identifier les écarts. Finalement, on sait que ce qu'on a dans la solution qu'on met sous contrôle, mais comment on identifie les autres comptes qu'on n'a pas mis sous contrôle. Et le fait de s'agréger à plusieurs sources autoritaires au travers de cet outil-là, on était en capacité de dire, bah voilà, sur le serveur, il y a encore d'autres comptes sensibles et ils ne sont pas sous contrôle, donc comment on fait? Et donc là, on peut même mettre d'autres mécanismes, c'était la CNP Assurance d'ailleurs, où chaque responsable de périmètre disait, ah mais ce compte, il m'appartient. Et donc il le prenait et il le mettait dans son workflow, il le mettait directement sous contrôle. C'est un moyen de dire, bah oui, j'ai fait mon travail de mon côté et je suis conforme à ma politique de sécurité, par exemple. Et après, il y a des exigences aussi réglementaires. Donc à ce moment-là, il y a des activités où chaque utilisateur vient s'abonner et saisir les informations. On a des tableaux de bord dynamiques derrière qui viennent s'enrichir. Oui, directement, oui. Après, enfin, c'est très juste ce que tu disais, c'est vraiment l'agrégation automatique de plusieurs sources de données, c'est notre métier, qui va faire qu'on pourrait potentiellement dire qu'on fait directement les contrôles chez nous, puisqu'on va mettre à disposition des indicateurs beaucoup plus opérationnels cette fois-ci. Mais comme on maîtrise toute la partie amont, c'est-à-dire collecte de données, on peut avoir la capacité dans nos indicateurs de drill down, c'est-à-dire forer et consulter ce qu'on a observé. Et là, potentiellement, ça peut permettre de prendre des décisions. Oui. Oui. C'est bien ça. Oui. C'est exactement, c'est l'ADN, en fait, c'est ce qu'on peut apporter justement en valeur ajoutée pour pouvoir maîtriser en fait ces données, qui accède à quoi et le cycle de vie aussi. Parce que comme je vous disais au début, potentiellement après on a des comptes qui tombent en erreur, tous ces sujets-là. En fait, au travers des tableaux de bord, on a vite l'action et on peut vite apporter des remédiations. Mm. Déjà, connecteur, c'est du moment qu'on peut l'attaquer avec des API, ne serait-ce que par des API, c'est possible. C'est clairement, en fait, on peut requêter en fait, les solutions et pouvoir exploiter après l'information. Par exemple, BNP Assurance. BNP Assurance, ils ont une solution SailPoint, ils ont une solution Cyber. Comme eux, ils ont mis Inimation qui consomme des API. Et donc, quand ils ont des problèmes, ils veulent embarquer un nouveau périmètre, ils sont en capacité de provisionner les ordres dans CyberArk et de donner l'information après. Parce que souvent, dans l'intégration Scheme, par exemple, le coffre-fort, c'est rarement compréhensible. Donc là, l'objet d'Inhibition, c'est que lui, il va se charger de créer le bon modèle de données dans CyberArk et d'aller voir côté SailPoint pour dire, ben voilà, tu as un nouveau périmètre, mets-le sous contrôle. Et il est en capacité d'interroger ce qu'il y a aussi dans un SailPoint pour savoir qu'est-ce qu'il y a en termes de rôle, en termes de compte. C'est exactement la même logique. D'autres sujets.
On l'a utilisé aussi pour des projets de migration. Quand on est, par exemple, sur de on-premise, on veut partir sur du cloud. Et encore une fois, moi je suis plutôt orienté culture, impact utilisateur, conduite du changement, parce que c'est pas tout de faire de la tuyauterie. Je prends une donnée et je la mets de l'autre côté. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on a des équipes, on a du business, donc une interruption de service, c'est problématique. Et là, pour ce type d'usage, on est en capacité de dire, bon, ben voilà, nouvelle solution, on va définir des vagues d'embarquement. Et donc, on définit un périmètre, un scope qu'on va lancer le processus de conduite de changement et on va mesurer. Le but aussi, c'est de dire, ben, c'est quoi mon niveau de conformité ou d'atteinte, en fait, de la conduite de changement, parce que ce n'est pas tout que de pousser des comptes. Il faut la satisfaction des utilisateurs, il faut s'assurer que l'ensemble des utilisateurs ils utilisent l'ensemble de leurs comptes, etc. Et moyennant un certain ratio, pourcentage, on peut dire qu'on a mené une conduite de changement de qualité. Ça, par exemple, c'est d'autres orientations qu'il faut rentrer, que souvent on néglige. C'est pas, moi, ma migration, elle ne se passe pas en 5 jours, ça ne marche pas comme ça. On ne livre pas, on ne provisionne pas des données et on se dit on a fait notre conduite de changement. Il y a des équipes, il y a de l'humain, il y a même les solutions évoluent, les interfaces évoluent, donc il y a une conduite de changement. Et on peut vraiment le monitorer à travers d'Inhimission. Et donc ça rassure les décideurs aussi, parce qu'ils voient en fait l'adoption et l'amélioration du service. D'autres sujets? Et c'est pas que fermé sur des solutions d'identité. Il faut savoir que voilà, plus on a de solutions de sécurité, plus on agrège d'informations et plus on est en capacité de mettre en avant en fait des informations supplémentaires. Je vous avais parlé du cas de la détection de bypass. C'était vraiment ce qui s'était passé. On avait dans les sources autoritaires tout ce qui était lié à l'enrôlement des postes de travail. Et donc, on était connecté au SOC et on était en capacité, du coup, de confronter ce qu'on avait dans les sources autoritaires sur les admins qui avaient leur poste de travail et d'identifier justement que soit ils sont connectés directement et ils n'ont pas l'autorisation, ou soit ils sont justement dans un process de dual run. Et donc là, on tolère pendant la conduite du changement qu'ils puissent bypasser la solution. Typiquement, c'est des use cases qu'on peut mettre en place aussi au travers d'Inhimission. Donc c'est une approche différente, mais il faut savoir que la plupart du temps, les problèmes qu'on rencontre, ce n'est pas non seulement lié au produit, c'est tout ce qui est autour, au sein de l'organisation, de la culture. Et on peut très bien imaginer qu'on puisse même faire une IHM qui soit beaucoup plus flexible, beaucoup plus adaptée à vos besoins. Souvent, en fait, les solutions de sécurité, elles sont assez figées en termes d'IHM. Et donc là, on a vraiment la possibilité d'adapter le rendu, le comportement, les workflows à son mode de fonctionnement. Et puis derrière, oui, on va pouvoir pousser des API par les API ou d'autres connectiques, en fait, des processus, définir des processus et pousser de la donnée. Voilà. C'est bien ce que tu disais, on vient souvent en complémentarité de solutions déjà existantes chez nos clients. C'est rare, ça arrive, mais qu'on remplace une solution qui est déjà présente dans une grande organisation, on va plutôt s'y plugger pour obtenir des données et parfois même être une brique, hein, comme tu l'as dit, avec une IHM un petit peu plus sympa qui va permettre de lier pas mal de sources de données et derrière la restituer de façon ergonomique. Oui. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas... Les données. Comment? Oui, ils sont stockés. Les données. Ouais. Bonne question, merci. Donc nous, on a l'habitude de travailler plutôt en SaaS, sur du SaaS Secnum Cloud, en tout cas pour notre offre plateforme, puisqu'on travaille avec des ministères régaliens depuis un certain nombre d'années, donc ils ont été assez intéressés pour qu'on puisse adapter nos offres aussi à leurs contraintes, donc c'est ce qu'on a fait. Maintenant, l'intégralité de nos infrastructures SaaS sont sur du Secnum Cloud, donc souverain. Après, on fait aussi très bien du on-premise depuis un certain nombre d'années. On a cité un certain nombre de clients comme des grandes banques françaises où vous imaginez bien qu'on est directement installé chez eux. Ça fonctionne très bien.
Mais récemment, notamment avec une autre grande banque, on arrive à faire du SaaS aussi sur des données confidentielles pour eux, donc un niveau de criticité C3, tout simplement parce que, voilà, notamment de par nos partenariats, les pentests qu'on a pu faire sur nos logiciels, on a aussi cette confiance pour adresser ce type de données. Et c'est pareil, c'est justement comme le but, c'est de ne pas stocker non plus des informations, on va dire, on parlait des comptes à privilèges, c'est pas parce qu'on va les exploiter et les consulter qu'on va les stocker. Au contraire, on laisse ça côté PAM et on vient simplement les consulter. Par contre, on respecte les bonnes pratiques, c'est que le compte qui vient interroger la solution PAM, elle le fait au travers d'un compte dédié avec de la rotation, avec du trust de connexion. Donc on reste sur les standards de sécurité. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vous invite cependant, si vous voulez vraiment approfondir certains use cases, de venir sur le stand d'Evoteam. On peut vraiment vous présenter des cas d'usage qu'on a rencontrés chez nos clients. C'est des grands groupes majoritairement, mais l'interface elle est flexible. Donc elle peut répondre même sur des PME, TPE. Donc voilà, c'est dès lors qu'on a des besoins d'efficience, de définir des processus autres que ce qu'on connaît dans les sujets de l'identité, ben, c'est vraiment un outil magique, comme j'appelle, parce que c'était vraiment représentatif côté Société Générale. C'est que dès lors qu'on a commencé à mettre ces outils en place, on a de suite vu qu'on a écourté les délais d'embarquement, on a mieux maîtrisé nos KPI et surtout qu'avant on était très dans le réactif, c'est-à-dire qu'on avait toujours l'urgence de l'urgence de l'urgence, alors que là en fait on a commencé à mieux comprendre nos indicateurs, on a anticipé des erreurs qu'au début on aurait pris la porte. Typiquement, on a atteint des volumétries, par exemple, dans CyberArk, qui fait qu'aujourd'hui, on était obligé de dire, ben voilà, on arrive sur un seuil critique parce qu'on a trop de volumétrie dedans. Et donc, on va devoir éclater la plateforme en plusieurs plateformes, une par plaque, IMIA, AMER, etc. Et déjà, donc, on est dans le prédictif et en même temps, on était incapacité donc, de gérer la conduite de changement. Donc, il y a quand même des chantiers de mise en œuvre d'infrastructures. Mais la conduite de changement, au final, elle peut se mener, on va dire, en douceur, puisqu'on peut vraiment définir de vagues de conduite de changement et monitorer. Voilà. Ben, écoutez, je ne sais pas si ça a répondu, donc n'hésitez pas à passer au stand si vous voulez plus de précision. Merci beaucoup. Merci.